Bonjour à tous, je vous avais dit que l'on se retrouverait bientôt. En allant voir l'exposition en couleur La sculpture polychrome en France 1850-1910, je ne pensais pas me rendre à celle dont je vais vous parler dans cette vidéo. Pour tout dire, je pensais qu'elle était déjà finie et j'étais un petit peu attristé de l'avoir manquée. Depuis que j'ai eu la chance de m'y rendre in extremis, je me rends compte à quel point j'ai failli passer à côté de ce bel événement qui a fermé ses portes le lendemain de ma visite. Il me faut donc vous offrir un petit compte-rendu de ce qu'était l'exposition Âme sauvage, le symbolisme dans les pays baltes, au musée d'Orsay. L'Européen est un homme très centré sur lui-même. Et en histoire de l'art, j'entends surtout par Européens les pays de l'Ouest. La France surtout, l'Italie et l'Allemagne dans une moindre mesure, l'Angleterre et l'Espagne de façon anecdotique. Ces 5 pays occupent à eux seuls le corpus entier de l'enseignement de l'histoire de l'Europe que nous avons tous étudié dans les écoles en France. Même la Grèce, un pays qui a pourtant façonné la plus grande part de notre civilisation, passé l'Antiquité et l'Empire byzantin, tombe dans l'oubli des livres éducatifs. Et personne ne peut se vanter d'avoir eu au collège ou au lycée un cours centré sur l'histoire de la Norvège, de la Suède, de la Finlande ou même de la Russie. Alors les pays baltes, c'est encore plus vrai en histoire de l'art. Il faut attendre la fin du XIXe siècle et le début du XXe pour en avoir un bref aperçu. Idem pour la Russie, que l'on aborde seulement pour le constructivisme et les autres mouvements de l'art contemporain. Ah, il a fait mal celui-là. Et ce bref aperçu des pays baltes concerne toujours le rapport à un mouvement qui s'essouffle déjà au même moment dans les pays de l'Ouest, le symbolisme. C'est dire à quel point nous sommes obnubilés par nous-mêmes, et cela dénonce encore plus les défauts qui existent aujourd'hui en histoire de l'art. Il y a une quantité astronomique de filières pour ces 5 pays de l'Ouest et surtout la France, art romain, art médiéval et médiéval 2, art moderne et moderne 2, art contemporain et contemporain 2, une seule pour toute l'histoire de l'Amérique préhispanique, une seule pour tout l'art de l'islam, une seule pour toute l'histoire de l'Extrême-Orient, une grosse partie de l'Extrême-Orient, avec une filière particulière pour l'Inde seulement, et pas grand-chose. En fait, absolument rien pour l'Afrique et l'Océanie. Et par bref aperçu des pays baltes dans les cours, je parle en fait de la présentation de seulement 2 artistes. C'est peu, donc autant dire que l'exposition du musée d'Orsay part avec un point positif de principe, car elle avait l'intention de nous faire découvrir ces pays pas si éloignés. Le symbolisme est un mouvement artistique qui apparaît en France à la fin du XIXe siècle, et qui avait la volonté de s'opposer au mouvement artistique du réalisme et du naturalisme. Ce pour une raison. Ces 2 mouvements désiraient ôter toute idéalisation et ne représenter que des scènes de la vie quotidienne. Assez logiquement et par opposition, on trouve dans le symbolisme un net penchant pour les sujets mythologiques et religieux, les domaines du rêve, du fantastique, les thèmes teintés de mysticisme et de mystère. Les œuvres symbolistes peuvent être à la fois d'une paix absolue comme d'une tension inconnue. Et me voici bien ennuyé, car pour les raisons que je vous ai évoquées en introduction, je ne peux pas vous parler de l'histoire des artistes baltes puisque je ne connais pas l'histoire des pays baltes. Je suis par conséquent bien incapable de vous donner des informations précises ou un simple contexte comme à mon habitude. J'aurais pu, pour les besoins de cette vidéo, me renseigner davantage, soyez sûr que je l'ai fait à titre personnel et l'exposition m'y a aidé. Mais c'est un tort que j'ai choisi de conserver pour dénoncer cet état de fait alarmant de l'éducation européenne. Si j'ai conservé ces lacunes, c'est également pour que nous puissions nous étonner ensemble devant ces œuvres et cette culture méconnue. En outre, le titre de l'exposition était approprié, Âme faisant référence au symbolisme, et Sauvage renvoyant à une histoire étrangère, mais aussi à une approche et des sujets qui pourraient être inédits pour les Occidentaux. Bien évidemment, les œuvres des artistes symbolistes baltes ne sauraient être singulièrement nouvelles. Elles ont en commun la veine du mouvement symboliste que je vous ai décrit plus tôt, mais partagent également des thèmes que les artistes de l'Europe de l'Ouest ont explorés depuis longtemps. Pour cet exemple de Yannis Rosenthals, le rapprochement est facile à faire avec le portrait que l'artiste Fernand Knopf fit de sa sœur, et celle encore plus antérieure et célèbre de Whistler, la Symphonie en blanc. L'intérêt des artistes symbolistes pour la femme est notable, nous en reparlerons ailleurs,
Et dans les œuvres qui ont été présentées, cet intérêt se manifeste surtout pour son corps, les souffrances intérieures et physiques qu'elle ressent, parmi lesquelles le changement naturel de sa physionomie qu'elle endure en silence. Dans ces œuvres, il y a également un très grand attachement à la terre, à leur pays et à leur histoire, à leurs rites et à leurs croyances, où se mêlent superstitions et mythes folkloriques. Par conséquent, le thème de la mort revient souvent et est exploité de différentes manières. La vision macabre d'un squelette marchant sur l'eau chez Theodor Suders et une femme encapuchonnée de blanc qui embrasse un nourrisson sur les genoux de sa mère, le fauchant prématurément. D'accord, c'est assez triste et tragique pour l'instant, mais là où les salles sont les plus confinées, parfois même en forme de couloir, nous n'avons jamais l'impression d'être enfermés. On se réconforte vraiment comme on peut. Plus sérieusement, cela est dû non seulement à la faible affluence que j'ai rencontrée lors de ma visite, j'espère que ce n'est lié qu'à la date extrêmement avancée de l'exposition et pas au manque d'intérêt du public européen, et au fait que les salles étaient de toute façon assez espacées et aérées. Cette morphologie était assez plaisante pour déambuler d'œuvre en œuvre, si bien que jamais le sentiment d'être pressé ou dérangé par un autre visiteur ne m'est venu à l'esprit. Les salles étaient plus étroites lorsque les œuvres étaient à inclinaison pessimiste ou simplement étrange, et au contraire, pour les œuvres joyeuses et légères, elles étaient vastes. Il y avait une réelle intelligence de la muséographie. Cette différence, alliée à la clarté de l'éclairage, a mis en valeur chacune des œuvres et orienté leur message. Elle les a fait dialoguer avec le spectateur. Ainsi, dans cette exposition, on trouvait au-delà des scènes mélancoliques et figées, des peintures enthousiastes et vibrantes. Yannis Rosenthals nous présente ici un couple d'enfants heureux jouant dans la nature. Il faut encore y voir l'influence de la peinture symboliste française, comme avec l'exemple des compositions d'ensemble idylliques de Pierre Puvis de Chavannes. Ces compositions d'extérieur sont mues par un souffle profondément optimiste et fantasmé de la société apporté par l'Antiquité, et ce thème fut énormément repris par des artistes d'autres mouvements, comme c'est le cas du peintre néo-impressionniste Paul Signac et de son fameux Autant d'harmonie, dans lequel est bien perceptible cette joie de vivre avec tant de couleurs chatoyantes. Et il est étonnant de trouver dans ce tableau de Yannis Rosenthals, encore lui, ce même chatoiement de couleurs. Et je dois dire que c'est un monde nouveau qui se dévoile. On pourrait croire qu'il s'agit de pays froids où ne règnent que les atmosphères ternes ou pâles, mais dans tous les cas à dominance grisâtre et bleutée. Les eaux printanières de Wilhelm Spurvitis nous contredisent. La nature émerge de cette neige qui recouvrait tout dans nos pensées, telle une beauté cachée. Dans ce tableau, les couleurs surgissent à la surface, mais elles restent un peu effacées. C'est dans le reflet de l'eau qu'il faut les voir jaillir de leur éclat véritable, comme si nous ne pouvions les admirer à l'œil nu, ou du moins les reconnaître pour leur juste valeur. De la nature changeante, les artistes baltes réussissent à tirer le meilleur, car ils l'explorent de différentes manières. Tout d'abord par des couleurs très vives, éclatantes, dont on a peine à croire encore qu'il s'agisse du pays du Nord, tant les paysages semblent baignés de lumière chaude. Nicolai Triik parle de paysages décoratifs de Norvège. Décoratifs pour ses couleurs et l'atmosphère qui s'en dégage, mais également, et vous l'aurez vu, dans la forme qui est donnée aux arbres. Les artistes baltes ont en effet bien compris l'intérêt et la portée première d'un tableau, la décoration. Ils usent de stylisation et de sophistication pour faire d'éléments naturels aussi simples que des troncs d'arbres, des éléments plaisants qui égayent l'œil du spectateur. Mais ils tirent aussi de ces formes des motifs réduits au strict minimum, qui apportent du rythme à la représentation de Johann Walter, qui a rigoureusement séparé chaque partie de sa vue de peuplier. Toujours dans cette démarche décorative, et sans doute avec une économie mais aussi une efficacité technique, Curlionis obtient par coulure le dessin allongé des troncs, et la masse supérieure, vaporeuse, se confond en feuillage et nuages. Ces éléments naturels sont exploités eux aussi, mais de façon très massive et tourmentée dans ces deux tableaux. Je vous parlais plutôt de cette sensation de dépaysement, et cette notion apparaît encore plus flagrante, en tout cas de façon moins brutale qu'avec des couleurs criardes, par une ambiance étrange apportée par la lumière. Lumière qui joue avec la perception des formes et nous laisse à notre imagination. Lorsqu'elle dessine les volumes et creuse les ombres, lorsqu'elle marque au contraire un fort contraste très rapproché. L'astre solaire, comme sujet d'une source miraculeuse et puissante, a été beaucoup mis en valeur par l'exposition. Les artistes baltes s'inspirent encore des occidentaux, mais toujours dans ce souci décoratif d'un motif simple et élégant qui devient synthétique et grandiose sous la main d'Oskar Kallis. Mais mon coup de cœur absolu reste sans rival. Il s'agit de l'une des toutes premières œuvres que j'ai vues dans l'exposition, la deuxième même. C'est un tableau de grand format qui réussit à nous saisir et à nous faire rentrer dans son univers. Neck Mergitur de Ferdinand Röszig est imposant, pour ne pas dire spectaculaire. Le bateau situé très haut et la grande place laissée aux vagues apportent instantanément la sensation de voyage, en plus de la possibilité pour l'artiste de travailler sur la couleur. Les voiles rouges éclairées par les lanternes se réfléchissent dans le creux sombre d'une vague, et la lueur des étoiles
tombe en pluie. Vous l'aurez compris, cette exposition était là avant tout pour nous émerveiller devant des œuvres nouvelles et jusque-là insoupçonnées. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet objectif a été atteint. Dans cette volonté de découverte, les photos étaient autorisées, il n'y avait pas de barrière devant les œuvres, et les explications étaient suffisamment nombreuses, mais pas présentes partout pour nous laisser une part de réflexion personnelle. À la vue de mon enthousiasme, vous pensez bien que pour moi, les âmes sauvages étaient les paysages. En somme, un bien bel événement qui mérite que l'on se souvienne de lui. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de l'Atelier.